Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 144 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre qui est dans la continuité du dernier et qui nous donne quelques informations. Le chapitre lui débute là où il s'était arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire sur Megumi qui parle à Itadori de la traque mortelle et qui lui demande de l'aide. Le chapitre lui débute réellement du coup sur Itadori qui se remémore les paroles de son grand-père lorsqu'il lui disait qu'il devait aider les gens. C'est la phrase que dit Megumi, le « j'ai besoin de ta force » qui le remémore ceci. Itadori explique à Okotsuruta que Sukuna manigance quelque chose car il a besoin de Megumi. Il explique que Sukuna a probablement dû prendre son contrôle lors de l'incendie de Shibuya lorsqu'il a avalé 10 doigts d'un coup. L'auteur à ce moment-là nous rappelle que Itadori a déjà avalé 15 doigts et je vous rappelle que Sukuna a 20 doigts car il a 4 bras donc forcément 4 mains de 5 doigts. Ce qui fait déjà 3 quarts de la puissance de Sukuna en Itadori, du moins de la puissance des doigts. Et Itadori nous dit quelque chose d'assez spécial à ce moment-là. Il dit à Yuta que même si il ingurgitait les 5 doigts restants, il doute que Sukuna puisse reprendre le dessus. C'est assez inattendu d'entendre ça de la bouche d'Itadori, et je pense que l'auteur ne dit pas ça pour rien. Pour moi, Sukuna va clairement prendre le contrôle d'Itadori tôt ou tard. Et ce, justement, lorsqu'il aura ingurgité les 5 doigts restants. Car lorsque j'ai lu cette page, j'ai eu l'impression qu'Itadori était un peu trop confiant. Car certes, il arrive à retenir Sukuna en lui car c'est un hôte, mais Sukuna reste Sukuna, il reste le démon le plus puissant de tout l'univers de Jujutsu Kaisen. Et je doute qu'un simple hôte, même si cet hôte est Itadori, puisse contenir entièrement Sukuna si ses 20 doigts sont ingurgités. Suite à cela, il demande à Okotsuruta de le tuer sur le champ si jamais Sukuna arrivait à reprendre le contrôle. Et encore une fois, étonnamment, Itadori dit qu'il sait que Okotsu en sera capable et qu'il n'a aucun doute là-dessus. Encore une fois, Itadori est très sûr de lui. Certes, en face de lui, c'est Okotsuruta, un Jujutsu de rang S, qui a les mêmes origines que Satoru Gojo, une puissance équivalente, et en plus un démon qui est avec lui, et qui lui procure une quantité quasi infinie d'énergie maudite, mais Okotsu ne reste pas moins qu'un jeune adulte. N'oublions pas qu'il n'a que 19 ans actuellement, et que c'est un Jujutsu depuis maximum 2 ans. Donc dire qu'il sera capable de battre Sukuna et n'avoir aucun doute là-dessus, c'est un pari que je ne risquerais pas de faire personnellement. Encore une fois, Sukuna reste le démon le plus puissant de Jujutsu Kaisen. On le surnomme le roi des fléaux. Donc j'ai l'impression qu'on a tendance à sous-estimer Sukuna dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Donc j'attends impatiemment le moment où Sukuna nous montrera l'étendue totale de sa puissance. Et où il fera prendre conscience aux Jujutsu actuels qu'il n'est pas n'importe qui et qu'ils ne doivent pas oublier leur place face à Sukuna. Juste après ça, Itadori demande à Megumi quoi faire et lui demande son avis. Ce moment-là est extrêmement bien, puisqu'Itadori a clairement compris que ça ne servait à rien de tout endosser tout seul, et qu'il devait lui aussi demander de l'aide aux autres, et demander des conseils surtout. Et bien c'est ce qu'il fait, il demande des conseils à Megumi. Megumi lui explique qu'il faut tout d'abord rentrer au lycée afin de contacter Maître Tengen. Il rajoute en plus qu'ils doivent trouver un moyen de briser le sceau de la Gokumonkyo, et qu'ils doivent découvrir le but précis de Noritoshi Kamo, ainsi que déterminer sa marche à suivre. Pour ce qui est de Noritoshi Kamo, plus tard je vous ferai une vidéo pour parler de lui, car il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ce personnage. Cependant, ne vous attendez pas à ce que la vidéo sorte maintenant, j'ai beaucoup de vidéos à faire sur Jujutsu Kaisen, des vidéos qui doivent sortir déjà depuis assez longtemps maintenant. Megumi dit qu'ils doivent absolument trouver des réponses à leurs interrogations. Megumi explique à Itadori que la traque mortelle est un exemple pur et dur de terrorisme exorciste sans précédent, et qu'afin de stabiliser la situation, ils doivent absolument trouver la réponse à ces interrogations, et que seulement une personne est en mesure de les aider, et cette personne n'est autre que Maître Tengen. Itadori demande à Megumi si Tsukumo sait peut-être quelque chose, et Megumi dit à Itadori qu'en fait l'idée vient de elle de base. Juste après, Okotsuruta nous explique que la barrière qui dissimule Maître Tengen va sûrement leur poser problème. Cette barrière n'est autre que 1000 portes qui s'échangent sans arrêt de place, et parmi ces 1000 portes, seule une d'entre elles permet de pénétrer dans le temple où se trouve Maître Tengen. Ce temple se nomme le Trépas des étoiles. Après ça, Itadori questionne Megumi et lui demande comment va Nobara Kugisaki. À ce moment-là, aucune réponse. On a juste Megumi qui baisse les yeux. À ce moment-là, on a Itadori qui commence à serrer du poing, qui baisse son regard et qui dit qu'il a compris. Et rien de plus. Par rapport à ça, je pense que Kugisaki n'est pas morte, car je vous rappelle qu'on nous a dit qu'elle avait une chance de survivre, du moins une chance de la soigner, et je pense que l'auteur n'a pas dit ça pour rien. Pour moi, Noraba est encore en vie, cependant elle a d'énormes séquelles, car je vous rappelle qu'elle s'est littéralement fait exploser la partie droite de son crâne.
qu'elle n'a du coup plus d'œil et que son cerveau a sûrement dû être endommagé. Donc pour moi, elle va clairement avoir un énorme handicap qui va peut-être la rendre inapte à continuer l'aventure dans Jujutsu Kaisen, du moins qui va la rendre inapte à combattre, car je vous rappelle que son Jujutsu est extrêmement puissant et qu'il peut venir à bout de énormément de fléaux. Donc pour l'instant, l'auteur la met de côté et j'ai très hâte de voir ce qu'elle est devenue et de la voir revenir, si jamais un jour elle revient. Plus tard dans le chapitre, Choso apparaît et fait peur à Megumi. Donc cette scène est un peu rigolote. Et Choso émet l'idée qu'ils peuvent potentiellement contourner la barrière de dissimulation. Il explique ensuite que Mahito, lui, a bien réussi à dérober les doigts de Sukuna et les embryons. Et que si il a réussi ça, c'est qu'il a réussi à contourner la barrière de dissimulation. Juste après, nos amis les Jujutsu ont visiblement réussi à entrer dans l'enceinte du lycée et se dirigent dans un sous-sol. Et à l'intérieur de ce sous-sol se trouve Tsukumo Yuki et une fille avec les cheveux courts, une brûlure au visage, des lunettes et des bandages. Et cette personne n'est autre que Maki Zenin. Pour ma part, je ne l'avais pas du tout reconnue au début. Et c'est seulement lorsque Itadori a dit Maki Senpai que j'ai compris du coup que c'était Maki. Directement après, on a Okotsu Yuta qui se dirige vers Maki et qui fait la réflexion qu'elle peut déjà se balader malgré son état. Suite à cela, on a Yuki qui explique que Maki devra vivre avec sa brûlure car même une technique d'inversion ne peut pas l'aider. Cependant, son corps, lui, a réussi à faire preuve d'une résistance inouïe et que c'est probablement grâce à la restriction innée. Mais qu'en réalité, au bout du compte, c'est sa robustesse physique qui l'aura sauvé et non sa résistance envers les fléaux. Juste après, Choso explique qu'il y a un entrepôt qui se situe à mi-chemin entre la porte et le temple trépas des étoiles, donc le temple où se trouve Maître Tengen, et surtout dans lequel se trouvent des armes maudites et des objets maudits. Et dans cet entrepôt, il faut savoir qu'il y a la dépouille des 6 autres fœtus maudits. Et on apprend leurs prénoms. Nous avons Naranso, Choso, Tanso, Sanso, Kotsuso et Choso. Cependant, ce n'est pas la même écriture que Choso, le Choso actuel, le grand frère de la fratrie. Ce Choso s'écrit avec un S et un H, alors que le Choso qu'on connaît, lui, ça s'écrit avec un C et un H. Choso explique par la suite que même si ce n'est que des dépouilles, il peut à peu près les localiser grâce à un effet secondaire de sa technique d'exorcisme. Suite à cela, Maki se questionne et demande qui est la personne qui se trouve actuellement en face d'elle. Et Itadori explique très brièvement qu'en fait c'est son grand frère. Et à ce moment-là, ça fait tilt Choso et il se met à crier le nom de Itadori parce que du coup il est content. Car ça fait plusieurs fois qu'il lui demande de l'appeler grand frère au moins une fois. Du coup cette scène était vraiment marrante et ça nous permet de décompresser un peu du chapitre. Plus tard, nos amis les Jujutsu arrivent à cette fameuse porte qui les sépare du temple de Tengen et de l'entrepôt. Choso s'arrête en face de l'entrepôt et dit qu'il reviendra chercher ses petits frères et qu'ils doivent encore attendre un petit peu. Du coup, Itadori et ses amis prennent l'ascenseur qui va les mener justement au temple de Tengen, du moins au sous-sol où se trouve le temple de Tengen. Et Itadori nous fait une petite remarque en demandant pourquoi il y a des taches de sang par terre et qu'est-ce qu'il s'est passé. À ce moment-là, on se rappelle tous du flashback de Satoru Gojo et de Toji Fujigoro qui a enclenché l'engrenage et qui a fait que nous en sommes arrivés à cette situation. D'ailleurs, Yuki nous fait cette remarque et nous explique que c'était il y a 11 ans et que justement c'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Juste après, elle dit au Jujutsu que le temple se trouve juste en face d'eux. C'est très intéressant à ce moment-là puisque elle ne s'étend pas réellement sur le sujet et sur ce qu'il s'est passé justement il y a 11 ans. On a pourtant Maki et Yuta qui se questionnent, mais elles changent très vite de sujet, ce qui est totalement normal en réalité car leur objectif actuellement est de trouver Maître Tengen et non de se remémorer le passé. Nos amis les Jujutsu pénètrent dans le temple de Maître Tengen, cependant il n'y a rien. Yuki explique qu'en réalité, Maître Tengen les rejette et que Maître Tengen n'interfère pas avec le monde extérieur. Elle a pensé qu'ils pourront lui parler maintenant que le 6e œil est scellé. Et à ce moment-là, elle pense qu'en réalité, peut-être que Tengen ne rejette pas le groupe, mais qu'il la rejette elle. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, car on apprend que Tengen n'interfère pas avec le monde extérieur, ce qui est compréhensible. Cependant, pourquoi nous parler du 6e œil? Quel est le rapport entre le 6e œil et Tengen? Pourquoi ne veut-il pas entrer en contact avec le 6e œil? Je reviendrai sur ça plus tard. Après les paroles de Yuki, Yuta demande s'il ne faudrait pas rebrousser chemin car Tsukumi n'a pas beaucoup de temps. Puis à ce moment-là, une voix leur dit « Vous rentrez déjà ». Nos amis les Jujutsu se retournent sur le champ et une personne se tient en face d'eux en disant « Enfant Zenin, sang de Michizane, embryon, réceptacle de Sukuna ». Et on comprend qu'en fait, cette personne n'est autre que Tengen lui-même. Et un petit texte nous explique que l'exorciste omniscient fait son apparition. D'ailleurs, Tengen qui a une dégaine assez spéciale, et je ne suis pas réellement fan de son chara-design à vrai dire. Donc, comme dit lors de la dernière page, Tengen est visiblement omniscient, c'est pour cela qu'il arrive à savoir qui est qui, et surtout quelles sont les origines de ces personnes. Car n'oublions pas qu'il n'a jamais vu les enfants Zenin, il n'a jamais vu Yuta, il n'a jamais vu les embryons maudits, et il n'a jamais vu les réceptacles de Sukuna. Cependant, il les repère tous d'un coup, et nous donne leur appartenance. Et le chapitre se termine sur ça.
Nous allons maintenant revenir sur le fait du sixième œil. Car juste avant, Yuki nous explique que Tengen n'interfère pas avec le monde extérieur, mais qu'elle a pensé qu'elle pourrait lui parler maintenant que le sixième œil est scellé. Sixième œil qui, je vous le rappelle, est détenu par Satoru Gojo. Mais pourquoi Maître Tengen ne voudrait pas interférer avec quelqu'un qui a le sixième œil? Est-ce à cause de son pouvoir d'omniscience? Peut-être que le sixième œil lui-même a un pouvoir d'omniscience. Je vous rappelle que le sixième œil peut voir la vérité absolue. Le sixième œil de Satoru Gojo a tout de suite compris, lors de l'incendie de Shibuya, que la personne qui se tenait face à lui n'était pas Suguru Geto. Il le dit d'ailleurs. Alors pourquoi Maître Tengen ne veut pas interférer avec le sixième œil? Tengen est présenté comme très puissant. Je vous rappelle que lors du flashback de Satoru Gojo, à la toute fin, Suguru et Satoru étaient prêts à se battre contre Tengen. Et à ce moment-là, Suguru et Satoru étaient les deux lycéens les plus puissants de Jujutsu Kaisen. Je dis bien lycéens, car à ce moment-là, on avait aussi Yuki. Est-ce que le sixième œil serait capable de brouiller l'omniscience de Tengen? Peut-être que le sixième œil pourrait découvrir la vérité sur Tengen. Et qui il est vraiment. Et peut-être qu'il n'y a que le sixième œil qui peut faire ça. D'où le fait que Tengen ne veuille pas interférer avec le sixième œil. Le sixième œil est encore un énorme mystère dans l'univers de Jujutsu Kaisen. On connaît très peu de choses de lui. On sait juste que c'est ce sixième œil qui fait la puissance de Satoru Gojo et qui fait que Satoru Gojo est vraiment au-dessus des autres. Et pour ce qui est de la pensée de Yuki, et si ce n'était pas le groupe qui le rejette mais moi, je pense tout simplement qu'elle se dit que vu qu'elle ne veut pas vraiment faire de mission, qu'elle ne veut pas prendre de risques malgré sa puissance, peut-être que Tengen ne veut juste pas la voir, ou bien c'est peut-être à cause du sorte de poisson flottant autour d'elle, le poisson squelettique là, je ne sais pas vraiment. Ou bien peut-être que Yuki porte en elle un secret que les autres ne connaissent pas, et dont seul Maître Tengen est au courant, et ce secret fait qu'il ne veut pas interagir avec elle. Cependant, il se montre quand même. Et chose à noter, il a donné l'identité de toutes les personnes qui se trouvent en face de lui, sauf une personne. Et cette personne n'est autre que Yuki. Donc voilà, il y a clairement un mystère qui plane autour du personnage encore, et j'ai hâte d'en apprendre plus sur elle. Donc voilà. Le chapitre se termine encore une fois sur Tengen qui se tient en face de nos amis les Jujutsu. Il faut savoir que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre et que le prochain chapitre arrivera le 11 avril. Le chapitre est réellement intéressant car il nous émet plein de petits mystères. Beaucoup de phrases qu'on nous place comme ça, sans aucune raison, alors que les personnages n'ont pas l'habitude de dire des choses comme ça. Je pense notamment à Itadori qui est visiblement bien confiant sur ses capacités à retenir Sukuna et sur le fait que Yuta puisse tuer Sukuna, du moins l'autre de Sukuna. Le fait que Yuki ne veuille pas réellement expliquer ce qu'il s'est passé il y a 11 ans au Jujutsu qu'il y a avec elle. Pourquoi est-ce que Maître Tengen ne veut pas interférer avec le sixième œil? Voilà beaucoup de nouvelles pistes. Et si l'auteur nous dit tout ça, ce n'est pas anodin. Il y aura clairement des répercussions par rapport à ça. Et des événements qui vont se produire autour de ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories par rapport à tout ce qu'on nous a dit. Je vous rappelle encore une fois que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre et que le prochain chapitre sortira le 11 avril. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.